Un sans-abri noir sauve un enfant devant une foule. Ce qui se passe ensuite bouleverse tout le monde. Personne ne l'a vu venir, pas les passants, pas les caméras, et surtout pas elle. Ce jour-là, au cœur de Marseille, un geste inattendu a bouleversé des vies entières. Un homme que tout le monde ignorait a changé le destin d'un enfant, d'une famille, et peut-être d'une ville entière. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ce geste héroïque se cachait un passé brisé, un amour perdu et un secret que personne n'aurait jamais imaginé. Ce que vous allez entendre va vous retourner le cœur. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Vous n'êtes pas prêts pour cette histoire. La station Saint-Charles, à Marseille, baignait dans une lumière de fin d'après-midi, dorée mais glaciale. Les haut-parleurs crachaient une annonce à moitié audible et les talons claquaient sur le sol carrelé, en rythme avec l'indifférence. Les gens marchaient vite, les yeux rivés à leur téléphone, les écouteurs vissés aux oreilles, les pensées ailleurs. C'était un jeudi comme un autre. Adossé à une colonne, un homme noir, la cinquantaine entamée, les traits marqués par les ans et le bitume, tendait un gobelet cabossé en carton. Il s'appelait Michel. Sa voix était rauque, presque inaudible, tant elle s'était heurtée au silence du monde. « Une petite pièce, s'il vous plaît », murmurait-il, sans vraiment y croire. Son manteau râpé laissait deviner une fine chemise tachée et un pull déformé. Autour de lui, on passait, on soupirait, on détournait le regard. Il n'était pas là, il n'existait pas. Puis, soudain, un hurlement fendit l'air, un cri d'enfant, pur et aigu, suivi d'un fracas sec. Un petit garçon venait de glisser entre le quai et les rails. Les passants se figèrent. Une femme cria « Mon Dieu, l'enfant !» Quelqu'un recula, un autre sortit son portable. Mais personne ne bougea. Le train approchait. On l'entendait. Grondement sourd, métallique, implacable. Il restait 10 secondes, peut-être moins. Michel jeta son gobelet. Sans réfléchir, sans penser à rien d'autre qu'à ce petit corps désarticulé au fond du rail, il bondit. Ses jambes, ankylosées par les nuits froides et les kilomètres errants, se tendirent comme jamais. Il sauta. Il atterrit lourdement sur les rails, roula presque, attrapa l'enfant par le col de son manteau. Il sentit la vibration du sol, la mort qui arrivait en ligne droite. Dans un effort surhumain, il poussa l'enfant de toutes ses forces vers le haut du quai. Des mains tendues l'attrapèrent. Et lui, il se jeta de côté dans un renfoncement sale, juste à temps. Le train passa comme un éclair, un coup de tonnerre dans les entrailles de la terre, un souffle de mort. Puis, plus rien. Un silence brutal s'installa sur le quai, le genre de silence qu'on n'entend qu'après un miracle. Des passants restaient figés, la bouche entr'ouverte, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Puis une voix s'éleva. Il l'a sauvé, le clochard l'a sauvé. Des applaudissements naquirent, timides, puis grandirent, comme pour rattraper la honte du non-agir. Michel, haletant, fut hissé par 2 jeunes hommes. Il titubait, les jambes tremblantes, les mains noires de crasse et de sang. Mais son regard fixait un point précis dans la foule. Une femme venait de s'évanouir, une femme élégante malgré l'âge, aux cheveux argentés rassemblés en chignon, vêtue d'un manteau de laine bleu nuit. Elle s'appelait Élise. Michel lâcha un souffle. Ses yeux s'écarquillèrent. Une chaleur glacée parcourut sa nuque. C'était elle. Le monde autour pouvait s'écrouler. Il n'entendait plus rien, ni les applaudissements, ni les sirènes qui approchaient, ni les journalistes qui commençaient à filmer. Il n'y avait plus qu'elle, la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il avait perdue, celle qu'il croyait morte ou envolée pour toujours. Et elle venait de tomber, inconsciente, au moment exact où il venait de sauver le petit garçon. Le chaos autour de lui semblait lointain. Michel restait là, figé. La scène se troublait, comme noyée dans l'eau. La foule s'agitait, mais lui ne voyait plus qu'un visage, celui d'Élise, celui du passé, celui du dernier espoir. La salle d'attente des urgences du centre hospitalier de la Timone résonnait d'un bourdonnement monotone. Le néon au-dessus du distributeur de café clignotait, dessinant sur les murs blancs des ombres nerveuses. Michel était assis sur une chaise en plastique dur, les coudes sur les genoux, les mains jointes comme un homme en prière. Mais il ne priait pas, il se souvenait. Dans la poche intérieure de son manteau élimé, il glissa discrètement la main et en sortit un petit rectangle de papier. Froissé, jauni par les années et l'humidité des rues, ce billet était son seul trésor. Les mots, écrits à l'encre bleue à la plume, étaient presque effacés, mais il les connaissait par cœur. « Attends-moi à Saint-Victor, je t'aimerai même si le monde nous déteste. » Élise. Il le relut comme on relit une blessure. Ce billet, il l'avait gardé contre son cœur pendant près de 40 ans. Chaque fois qu'il avait voulu l'abandonner, une partie de lui refusait. Il y avait cru, jusqu'à ce que la rue le transforme, le réduise, l'efface. Il ne savait pas pourquoi il l'avait gardé, peut-être pour survivre, peut-être pour se rappeler qu'il avait été aimé,
Une fois, un jeune infirmier passa devant lui, le regarda de travers, puis chuchota à une collègue. « C'est le type du métro, celui qui a sauvé le gosse. » Michel baissa les yeux. Il n'aimait pas cette lumière soudaine sur lui, les projecteurs, les caméras, les regards admiratifs. Il n'était pas pour lui. Pas après tout ce qu'il avait traversé. Dans une salle au bout du couloir, Élise reposait sur un lit, une perfusion plantée dans le bras. Ses cheveux étaient toujours argentés, mais son visage n'avait presque pas changé. Elle avait cette même douceur dans les traits, cette même noblesse silencieuse. Mais ses yeux, quand ils s'ouvrirent, trahirent autre chose, la peur, l'incrédulité et la douleur ancienne, encore vive. « Le garçon, est-ce qu'il va bien ?» murmura-t-elle. « Oui, madame, c'est un sans-abri qui l'a sauvé. Un miracle, vraiment, » répondit l'infirmière. Élise ferma les yeux. Une larme unique roula le long de sa tempe. Ce sans-abri, il avait une cicatrice, ici. Sous l'œil ? Oui. Pourquoi ? Vous le connaissez ? Un silence. Puis, non. Mais ses mains tremblaient. Et sous les draps, ses doigts serraient un bijou discret qu'elle ne quittait jamais. Une chaîne en or avec une petite clé en pendentif. La clé d'une boîte cachée depuis des décennies. Une boîte où elle avait enfermé les lettres, les souvenirs et la vérité. Dans la salle d'attente, Michel fixait une affiche sur les murs. Mars est le mois du cœur. Aimez, pardonnez, souvenez-vous. Il eut un sourire amer. Il n'avait jamais oublié. Et maintenant, Élise était là, vivante, belle encore, mais étrangère. Et cet enfant, ce petit garçon qu'il avait sauvé sans réfléchir, était peut-être bien plus qu'un inconnu. Sans le savoir, Michel venait peut-être de sauver son propre sang. Le lendemain, le ciel de Marseille était bas, lourd d'un mistral humide qui balayait les rues, comme pour effacer la poussière du passé. Devant l'hôpital de la Timone, une file d'attente s'étirait sous l'auvent de l'accueil social. Entre deux sans-papiers et une mère célibataire en larmes, Michel attendait, un sac plastique à la main. Le personnel hospitalier lui avait remis quelques vêtements propres et un bon pour un hébergement temporaire au foyer Saint-Jean. Il avait dit merci, poliment, sans oser croiser les regards. À l'intérieur, Élise avait refusé les visites de la presse. Elle avait également demandé que l'identité du héros reste confidentielle. Son petit-fils, Louis, s'était remis du choc. Il dormait dans une chambre voisine, entouré de jouets et de peluches neuves qu'on lui avait offertes dans un élan collectif d'empathie bien pensante. Mais Élise, elle, n'était pas tranquille. Une angoisse sourde l'étreignait. Assise dans le fauteuil de la chambre, elle fixait la fenêtre. Des goélands tournaient au loin au-dessus du vieux port, en quête de miettes. Une infirmière entra discrètement. « Madame Élise, la psychologue est arrivée. Elle peut passer dans quelques minutes ? Plus tard, s'il vous plaît. » Sa voix était douce, mais ferme. Dès que l'infirmière referma la porte, Élise se leva péniblement, s'approcha de sa table de chevet et ouvrit un carnet à la couverture de cuir noir. À la 3e page, un nom y était inscrit. Un nom entouré de griffonnage, de cœurs barrés, de mots raturés. Michel D. Elle le regarda longtemps, puis déchira la page et la jeta dans la corbeille. Trop dangereux, trop de choses à cacher. Au foyer Saint-Jean, Michel découvrait une chambre minuscule, mais propre. Un lit à une place, un lavabo, un placard vide. Il posa son sac au sol, s'assit sur le lit. Le matelas grinça. Sur la table de nuit, il déposa le billet jauni. Il le regarda longuement. Puis, lentement, il ouvrit un vieux carnet à spirale et nota un mot. « Elle est vivante ». Le soir même, dans un appartement lumineux de la Corniche Kennedy, Élise recevait la visite de Clara, une amie de longue date, discrète et digne, retraitée de l'administration. Elle se connaissait depuis plus de 40 ans. « Clara, c'est lui. Le mendiant, le clochard du métro. » C'était Michel. Clara pâlit. « Tu en es sûre ? La cicatrice, son regard, sa voix, c'est lui. Mais il ne m'a pas reconnue. Ou peut-être que si. Je ne sais plus. Je suis perdue. » Clara s'approcha, s'accroupit à sa hauteur et la prit par la main. « Alors dis-lui la vérité, Élise. Il a le droit de savoir. » Mais Élise secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tu ne comprends pas. Il ne faut pas. Personne ne doit savoir. Pas après tout ce que ma famille a fait, ce que j'ai fait. » Un silence tomba, lourd de souvenirs tus. Clara ne répondit pas. Elle savait. Elle avait été là, à l'époque. Elle avait vu les lettres confisquées, les appels bloqués, les menaces prononcées entre les murs épais de la maison familiale. Elle avait vu le père d'Élise briser l'avenir de sa fille pour préserver l'honneur de leur nom. « Et l'enfant ?» demanda Clara enfin. « Louis ?» Élise ferma les yeux. « Il ne saura rien. Il ne doit rien savoir. Ce serait trop lourd, trop cruel. Je suis la seule à porter cette faute. » Mais à cet instant précis, dans le foyer où il passait sa première nuit à l'abri, Michel rêvait. Un rêve où une femme aux cheveux blonds courait vers lui dans un champ de lavande. Elle riait. Elle lui tendait la main. Puis soudain, son visage se brouillait. Et derrière elle, un petit garçon apparaissait. Il tenait un piano miniature et il appelait Michel. « Papy !» Michel se réveilla en sursaut. Son cœur battait à tout rompre. Et dans sa poitrine, une intuition folle naissait. Comme un murmure ancien
revenu des profondeurs. Et si ce petit était de lui, c'était en 1984, un été chaud comme un feu de foin, où les cigales criaient plus fort que les klaxons. Marcella vibrait encore d'une liberté brouillonne, entre pastis sur les terrasses et slogans effacés de mai 68 sur les murs défraîchis. C'est là, au Conservatoire national de musique, entre un piano à queue et une horloge qui s'arrêtait toujours, à 17h12, que Michel avait rencontré Élise pour la première fois. Lui était un garçon discret, embauché comme assistant d'atelier, chargé de réparer les touches cassées, d'accorder les instruments et de cirer les boiseries. Il venait des quartiers nord, fils d'un chauffeur de bus malien et d'une mère couturière. Il arrivait chaque jour avec ses mains pleines de poussière de bois et son regard humble, mais chaque note qu'il entendait résonnait en lui comme une langue maternelle. Michel ne savait pas lire la musique, mais il comprenait les silences entre les notes. Elle, Élise, était la fille du directeur, élève brillante, violoniste de formation, mais pianiste par passion. Blonde, cultivée, d'une grâce presque trop lisse. Elle portait toujours un serre-tête noir et parlait avec ce ton si typique de la bourgeoisie marseillaise, avec cette légère distance dans la voix, comme si chaque mot était choisi dans un dictionnaire secret. Elle venait souvent à l'atelier en douce, sous prétexte de vouloir comprendre le mécanisme des cordes, mais elle restait pour écouter Michel parler du bois, du silence, de l'accord parfait. Ils avaient 19 et 20 ans. Et entre eux, quelque chose d'invisible, de furieux, avait pris feu. D'abord, un regard, puis une complicité, puis des rendez-vous en cachette derrière les murs du fort Saint-Nicolas. Ils se retrouvaient au crépuscule, à mi-chemin entre leurs mondes. Elle lui apportait du vin, lui écrivait de la poésie en verlan. Ils riaient, ils s'aimaient, sans bruit. Mais tout avait basculé un jour de septembre, quand le père d'Élise les surprit ensemble. Il n'y avait pas eu de cri, juste un regard glacé, et des conséquences immédiates. Michel fut licencié sur le champ, sans indemnité, sans explication. On le fit passer pour un voleur d'outils. On salit son nom. Élise fut enfermée à la maison, privée de cours, menacée d'être envoyée chez une tante à Avignon. Son père, respecté dans tout le Vieux-Port, ne permettrait pas que sa fille s'affiche avec un garçon de cité, noir de surcroît. Mais Élise, dans un dernier élan, avait écrit une lettre d'amour, de promesse. Elle l'avait glissée dans la boîte aux lettres de Michel, la veille de son départ forcé à Paris. « Attends-moi à Saint-Victor, je reviendrai, je t'aime. » Michel ne l'avait jamais reçue. Ce jour-là, une voisine, une vieille femme acariâtre qui n'aimait pas que les filles blanches traînent avec les voyous, avait intercepté la lettre. Elle l'avait brûlée, avec un regard satisfait. Michel, de son côté, avait attendu un jour, une semaine, un mois. Puis, brisé, il avait quitté Marseille. Il n'a jamais su. Et maintenant, 40 ans plus tard, cette femme qu'il avait crue morte ou mariée à un autre, cette femme qui avait tout emporté avec elle, le silence, l'avenir, l'amour, se trouvait à quelques mètres de lui, allongée sur un lit d'hôpital, vivante. Mais pourquoi ce silence encore aujourd'hui? Pourquoi cette peur dans ses yeux? Pourquoi refuser de prononcer son nom? Michel n'avait pas encore les réponses. Mais quelque chose en lui s'éveillait, une colère ancienne, un amour fané, mais pas éteint, et un besoin viscéral de comprendre, car si l'amour avait été volé, peut-être pouvait-il être rendu. Le dimanche matin, le vieux port de Marseille s'animait doucement sous un ciel cendré. Les marchands de poissons criaient leur prix, les croissants croustillaient dans les vitrines, et l'air marin portait encore les souvenirs de la nuit. Michel, debout sur la promenade, regardait l'eau sans vraiment la voir. Il tenait entre ses doigts une photo qu'il avait ramassée dans une ruelle près du foyer. Un cliché abandonné d'un enfant, dessiné au crayon de couleur, signé Louis. Ce prénom le hantait depuis ce jour sur les rails. Ce prénom, ce regard. Il y avait quelque chose de familier qu'il ne pouvait expliquer. Pendant ce temps, Élise, assise dans le silence feutré de son salon bourgeois, caressait les bords d'un cadre photo posé sur une table basse. La photo montrait un homme brun, élégant, tenant dans ses bras un bébé aux yeux immenses, Julien, son fils, le seul. Julien était né d'une grossesse qu'Élise avait tenté de cacher à son retour à Paris. Mais son père l'avait su, et comme toujours, il avait contrôlé la situation. Un mariage arrangé avec un entrepreneur respectable, un homme bien sous tout rapport, blanc, veuf, sans enfant. Elle avait obéi, pas par faiblesse, par peur. Peur qu'on lui enlève son bébé, qu'on le donne, comme tant d'autres, à une bonne famille. Élise n'avait jamais aimé cet homme. Elle avait élevé Julien seul, même marié. Elle avait tenté d'oublier Michel, sans jamais y parvenir. Julien n'avait jamais su. Elle avait eu ce secret comme on enfouit une bombe dans la terre. Julien était devenu professeur de lettres, idéaliste, cultivé, tendre, un homme juste. Mais à 33 ans,
Un camion l'avait fauché à la sortie de l'école où il travaillait. Il laissait derrière lui une femme qui n'avait pas supporté le deuil, et un fils. Louis, confié à Élise. Louis, cet enfant curieux et rêveur qui dessinait des trains et des étoiles. Louis, qui appelait Élise mamie, avec cette confiance tranquille qu'ont les enfants qui ne soupçonnent pas la douleur qu'on leur cache. Et ce Louis, c'était lui, le garçon sur les rails, celui que Michel avait sauvé. Élise, en regardant la photo de Julien, sentit son cœur se serrer jusqu'à ne plus respirer. Elle murmura, presque pour elle-même, « Il a ses yeux, les mêmes yeux que Michel. Comment ai-je pu vivre sans leur dire ?» Clara, venue lui rendre visite ce jour-là, s'approcha d'elle, s'agenouilla à son niveau et chuchota. « Il n'est pas trop tard, tu peux réparer. Tu peux leur rendre ce qu'ils ont perdu. » Mais Élise secoua la tête. Et leur dire quoi? Que j'ai laissé leur père grandir sans savoir d'où il venait? Que j'ai menti à mon propre fils? Clara la fixa avec une tendresse douloureuse. Tu ne leur rendras pas les années perdues, Élise, mais tu peux leur donner la vérité. Et ça peut sauver des vies. À cet instant, Michel, toujours face à la mère, ferma les yeux. Il entendit la voix de Louis dans sa tête, ce petit timbre haut perché qui disait « Vous êtes comme mon papa ». Mais lui, il est au ciel. Michel n'avait pas pleuré depuis des années. Il n'en avait plus la force. Mais là, sur ce quai battu par les vents, une larme unique descendit le long de sa joue. Et si c'était vrai? Et si ce petit garçon n'était pas seulement le fruit d'un hasard, mais son petit-fils, le fils de l'enfant qu'il n'avait jamais su avoir? Il lui fallait des réponses. Il lui fallait la vérité. Peu importe ce qu'elle coûterait. Il remit son vieux bonnet, glissa le billet d'Élise dans sa poche et se mit à marcher, pas vers le passé, vers ce qui pouvait en rester. Le lendemain matin, Michel marchait lentement dans la rue de la République. La pluie tombait fine, incessante, lavant les trottoirs, mais pas les souvenirs. Il portait un imperméable trop grand, trouvé dans une benne à vêtements. Le tissu lui collait à la peau. Sur un écran dans la vitrine d'une boutique d'électronique, le replay d'un journal local repassait en boucle. Un sans-abri sauve un enfant sur les rails. Le geste héroïque qui a ému Marseille. Michel s'arrêta un instant pour regarder. C'était bien lui. On le voyait sauter, tirer l'enfant, puis disparaître dans l'ombre du quai. Mais ce qui frappait, ce n'étaient pas les images, c'était l'oubli. Personne ne le reconnaissait, personne ne l'arrêtait dans la rue. Le buzz avait duré 24 heures. Les commentaires, les partages, les hashtags. Puis, comme un vieux journal qu'on jette, l'histoire s'était évaporée. On parlait déjà d'un nouveau scandale politique, d'une starlette en rupture de contrat. L'instant d'humanité qu'il avait provoqué avait été consommé comme un produit. Et lui, redevenu invisible. Un passant bouscula Michel sans même s'excuser. Il baissa les yeux. Il avait recommencé à marcher, à chercher un coin pour passer l'après-midi à l'abri. Le foyer ne le gardait que pour la nuit. Il errait entre des vitrines pleines de choses inaccessibles, des gens pressés, des vitrines brillantes. Il était redevenu un homme parmi les ombres. Pendant ce temps, Élise regardait par la fenêtre de sa cuisine. Le ciel était d'un gris métallique, figé. Elle n'avait pas bougé depuis 1 heure. Elle tenait dans la main la clé de la petite boîte en bois cachée dans sa chambre. Une boîte que même Julien n'avait jamais vue. Elle l'ouvrit avec précaution, comme on entr'ouvre une blessure ancienne. À l'intérieur, des photos en noir et blanc, une lettre jamais envoyée et une vieille partition. La chanson qu'elle et Michel avaient composée ensemble. Un été où ils croyaient encore que l'amour pouvait suffire. Les premières notes griffonnées à la main sur un cahier de musique jauni. Un refrain doux, triste, presque enfantin. Élise ferma les yeux et l'entendit dans sa tête. La mélodie était encore là, intacte. Son cœur se serra. Louis dormait dans la pièce voisine. Il avait fait des cauchemars cette nuit. Il appelait le monsieur des rails dans son sommeil. Le matin, en se levant, il avait demandé « Mamie, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'on peut le revoir ?» Élise n'avait pas su quoi répondre. Elle avait menti. Encore, comme toujours. « Non, mon cœur. Ce monsieur est reparti très loin. Il ne reviendra pas. » Louis avait baissé les yeux, sans un mot. Mais l'après-midi, alors que Michel s'était réfugié dans la petite bibliothèque municipale de la rue Lodi, l'un des rares endroits où personne ne le chassait, une femme entra discrètement. Élise, les cheveux noués sous un foulard gris, des lunettes sombres, le pas hésitant. Elle s'avança entre les rayons, le cœur battant à rompre les côtes. Elle le vit, assis dans un coin, un livre de photos d'art ouvert sur les genoux, les doigts sales tournant les pages, comme s'il caressait une mémoire qu'il ne possédait plus. Elle s'approcha, lentement, presque tremblante. Mais à quelques mètres de lui, elle s'arrêta net. Michel tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Un silence, épais, absolu. Michel plissa les yeux. Il la reconnut. Bien sûr qu'il la reconnut. Même après tout ce temps. C'était elle. Il se leva lentement. Sa voix sortit comme un râle. « Élise ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle tourna les talons et partit, sans un mot, sans un regard. Michel resta figé, debout au milieu des rayonnages,
le livre tombait à ses pieds. Son cœur battait à en hurler, et dans sa poche, le vieux billet semblait soudain plus lourd que jamais. Elle l'avait vu, elle le savait, et elle était partie, encore. Et cette fois, Michel sentit que le silence pesait plus que toutes les nuits passées à la rue. Un silence qui disait « Tu n'existes toujours pas ». Le lendemain, une brume marine s'était abattue sur Marseille. Les bateaux, amarrés le long du vieux port, disparaissaient dans un halo blanc, comme des souvenirs trop lointains pour être distingués. Michel, les mains dans les poches, arpentait le trottoir de la rue Sainte. Chaque pas le rapprochait d'une idée fixe, d'un besoin qu'il ne pouvait plus ignorer, la revoir. Non pour l'accuser, non pour mendier des réponses, mais parce qu'il avait trop porté, trop gardé en lui, et qu'il refusait de mourir avec ce poids sur la poitrine. Il avait appris, par un bénévole du foyer, qu'Élise habitait toujours non loin de la Corniche, dans un vieil immeuble bourgeois aux volets verts, surplombant la mer. Il avait d'abord hésité, hanté par cette scène à la bibliothèque, son regard fuyant, son départ sans explication. Mais une voix au fond de lui, vieille, fatiguée, insistait « Tu dois y aller, tu mérites de savoir ». Élise, de son côté, n'avait pas dormi. Toute la nuit, elle avait repassé en boucle le regard de Michel, ce regard qu'elle avait tant aimé, jadis, et qu'elle avait fui une seconde fois. Elle s'en voulait, terriblement. Mais comment affronter un homme à qui l'on avait volé sa vie? Comment demander pardon à quelqu'un qu'on a laissé disparaître? Vers 10 heures, elle se leva, les jambes engourdies, l'estomac noué. Elle remit son foulard, se regarda dans le miroir. Ses yeux semblaient nous plus vieux que son visage. Elle descendit lentement les escaliers, persuadée d'aller chercher du pain au coin de la rue, pour échapper à ses pensées. Mais à peine eut-elle ouvert la porte de l'immeuble que son souffle se coupa. Michel était là, sur le trottoir, immobile, trempé. Il la regardait, il n'avait pas bougé. Elle voulut parler, il leva la main. Pas de mensonge cette fois, pas de fuite. Je suis fatiguée, Élise. Sa voix était calme, mais chaque mot vibrait d'un mélange de colère, de tristesse et de résignation. Élise ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, et d'une voix presque inaudible, elle dit « Monte, on ne peut pas parler ici ». L'appartement d'Élise était sobre, ancien, figé dans le temps. Les murs sentaient le bois ciré et les fleurs fanées. Un piano trônait dans le salon, couvert d'un drap blanc. Elle l'invita à s'asseoir, mais Michel resta debout, près de la fenêtre. Il ne voulait pas de confort, il voulait la vérité. Pourquoi t'es jamais revenu? Pourquoi t'as jamais répondu? J'ai attendu, des mois, des années. J'ai cru devenir fou, Élise. Elle s'assit, les mains jointes, la voix tremblante. J'ai écrit. J'ai laissé un billet. J'allais t'attendre à Saint-Victor. J'y suis allée. 3 fois. Tu n'étais pas là. Mon père, il m'a enfermé. Il a intercepté mes lettres. Il a tout détruit. Michel ferma les yeux. Il se rappelait le vide, le silence, le froid, la sensation d'avoir été jeté hors du monde. Tu aurais pu me chercher. Tu ne l'as pas fait. Tu as disparu, Élise. Et moi, j'ai disparu avec toi. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. J'étais jeune, faible, je me suis laissé faire. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, il était trop tard. On m'a mariée. Julien n'a jamais su qui était son vrai père. Je n'ai jamais eu le courage, pas même quand il est mort. J'ai honte. Un silence, long, pesant. Michel s'approcha du piano, souleva doucement le drap. Ses doigts effleurèrent les touches. Une note s'échappa, douce et bancale. Julien. C'était son nom? Oui. Et l'enfant? Louis, elle hocha la tête. Il se tourna vers elle. « C'est mon petit-fils ?» Elle éclata en sanglots, puis acquiesça. Michel recula, comme frappé au ventre. Il porta une main à son cœur, s'assit enfin. Tout tournait. « J'ai un petit-fils, et je l'ai sauvé sans le savoir. » Elle s'approcha, posa une main sur la sienne. « Tu l'as sauvé, Michel. Tu l'as aimé avant même de savoir qui il était. Comme tu m'as aimé, autrefois, malgré tout, malgré le monde entier. » Michel, les yeux brillants, murmura « J'ai passé ma vie à survivre à ton absence. Mais aujourd'hui, je veux vivre ce qu'il me reste, avec lui, avec toi, si tu me laisses encore une place. » Élise ferma les yeux, posa son front contre sa main. Et pour la première fois depuis 40 ans, le silence entre eux fut un silence de paix. Louis était assis sur le tapis du salon, ses crayons éparpillés autour de lui. Il dessinait un train, encore. Un train avec une fumée en forme de nuage qui devenait des visages. Depuis l'accident, il dessinait tout le temps, comme pour essayer de comprendre ce qu'il avait vécu. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Il sentait que sa grand-mère n'était pas comme d'habitude. Elle souriait moins. Elle le regardait sans vraiment le voir. Depuis qu'elle était rentrée de l'hôpital, elle passait des heures dans sa chambre, à écrire, à pleurer parfois. Louis n'osait pas poser de questions. Il était petit, mais pas idiot. Il sentait que quelque chose avait changé. Ce matin-là, il se leva plus tôt que d'habitude. Il marcha pieds nus jusqu'au couloir, poussa doucement la porte du salon. Il entendit des voix. Elle parlait avec le monsieur du métro. Il était là, dans leur maison. Louis se cacha derrière la porte entr'ouverte. Il écouta un mot, puis un autre, puis une phrase. Des mots qu'il ne comprenait pas tous, mais qui faisaient trembler son ventre. « Julien, c'était notre fils. Louis est ton petit-fils. » Son cœur bondit. Il recula, trébucha sur le tapis du couloir,
fit tomber un cadre accroché au mur. Le bruit brisa le moment. Michel et Élise sursautèrent. Élise se leva précipitamment, mais Michel resta figé. Louis entra dans la pièce, les yeux écarquillés. « C'est vrai? Tu es mon papy ?» Un silence. Élise couvrit sa bouche. Michel se leva, lentement, comme si chaque mouvement demandait toute sa force. Il s'agenouilla devant Louis, le regarda, sans mots, avec ce mélange de crainte et de tendresse qu'on ne peut pas feindre. Il ne toucha pas l'enfant, il attendit. Louis s'approcha d'un pas, puis, sans un mot, posa sa petite main sur la joue rugueuse de Michel. « Je savais que tu n'étais pas un monsieur comme les autres. » Michel sentit ses larmes couler sans qu'il puisse les retenir. Il ferma les yeux, et dans ce geste si simple, si pur, il retrouva tout ce qu'on lui avait volé, la filiation, le nom, la tendresse, la dignité. Élise s'assit, le visage entre les mains. Elle pleurait doucement, silencieusement, comme si quelque chose en elle se fissurait enfin. Louis se blottit contre Michel, qui l'enlaça avec une douceur maladroite, tremblante. « Tu veux bien que je t'appelle papy ?» demanda l'enfant. Michel n'eut pas besoin de répondre. Il hocha la tête, les lèvres serrées pour ne pas éclater. Ce moment, si fragile, si inattendu, était une réparation, un miracle minuscule au cœur d'un appartement fatigué, face à la mer, dans une ville qui oublie vite, mais où l'amour, parfois, retrouve le chemin du retour. Le lendemain matin, la lumière filtrée par les volets entr'ouverts baignait l'appartement d'Élise dans une clarté douce, presque irréelle. Louis dormait encore, recroquevillé dans les draps blancs, la main agrippée à une peluche usée. Michel, déjà réveillé, observait depuis la cuisine le silence fragile de ce foyer qu'il n'avait jamais connu. Il préparait du thé avec une lenteur presque cérémonieuse, comme s'il redoutait que le moindre bruit brise ce fil invisible qui les reliait tous désormais. Élise entra dans la pièce, vêtue d'un peignoir en lin, les traits tirés mais les yeux clairs. Elle ne dit rien, s'approcha et s'assit à la table en face de Michel. Il posa une tasse devant elle. Ils se regardèrent longuement, sans urgence. « Je ne dors plus, tu sais, » dit-elle enfin, la voix brisée par l'honnêteté. « Depuis des années, j'ai construit une forteresse de silence et elle s'effondre maintenant. J'ai peur, Michel. » Il baissa les yeux, tourna lentement la cuillère dans sa tasse. « Peur de quoi? Que je t'en veuille? Je t'en ai voulu. Mais ça, c'était avant Louis. » Elle prit une grande inspiration. « Je veux tout te dire, sans filtre. Tu mérites la vérité, même si elle me condamne. » Elle se leva, disparut dans le couloir et revint quelques instants plus tard avec une boîte en bois sombre. Elle la posa devant lui, comme une offrande. Michel l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres jamais envoyées, la photo de Julien à différents âges, un bracelet de naissance avec le nom de l'enfant, Julien D. Michel sentit son cœur se contracter à la vue de ce bracelet. Il le prit entre ses doigts, le caressa comme s'il touchait une vie entière qu'on lui avait dérobée. « Je voulais t'écrire après sa naissance », murmura Élise. « Mais mon père me surveillait. Il me lisait comme un livre. Il m'avait promis qu'il te ferait expulser si je reprenais contact. J'ai eu peur, je me suis tue. Puis, Julien est né. Et chaque fois que je le regardais, je te voyais. Mais j'ai manqué de courage. Je l'ai élevé avec ce poids. Et quand il a voulu connaître ses origines, je lui ai menti. Je lui ai dit que son père était mort jeune. C'est ce mensonge qui me ronge. Pas le silence, non, le mensonge. » Michel referma la boîte doucement. Il ne disait rien. Le poids de tout ce qu'il venait de comprendre le laissait à peine respirer. Mais dans son silence, il n'y avait pas de haine, seulement une infinie tristesse. « Il était beau, dit-il simplement, Julien. On dirait qu'il riait beaucoup. » Élise hocha la tête, les larmes coulant sans bruit. Il avait ta musique en lui. Il composait des poèmes, chantait faux, mais avec le cœur. Il jouait un peu de piano aussi. Il aurait aimé te connaître. Il aurait compris. Il était bon, Michel. Il t'aurait aimé. Michel se leva, les yeux embués. Et Louis, il a cette même lumière, ce même rire étouffé. Quand il m'a serré hier, j'ai senti le sang, le mien, le tien. Je ne veux plus rater une seconde de sa vie. Élise s'approcha, posa la main sur la sienne. Alors reste, pour lui, pour toi, pour ce qu'il nous reste. Michel la regarda longuement. Puis, avec lenteur, il posa sa main calleuse sur celle d'Élise. Et dans ce geste-là, tout fut dit, le pardon, la douleur, le reste du chemin. Ils n'avaient plus le luxe de la jeunesse, ni l'innocence des commencements. Mais ils avaient le choix de ne plus fuir. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour reconstruire un monde. Ce fut Louis qui brisa, sans le vouloir, le fragile équilibre de ce nouveau lien. Ce samedi-là, il courait dans l'appartement avec son avion en bois, jouant à voler entre les chaises, lorsqu'il renversa accidentellement la boîte en bois posée sur le buffet du salon. Les lettres, les photos, le bracelet tombèrent au sol dans un fracas de mémoire. Élise, dans la cuisine, accourut aussitôt. Michel, qui lisait près de la fenêtre, se leva, figé. Louis, les yeux écarquillés, tenait dans ses mains une photo. Un jeune homme brun, souriant, tenant un bébé. Au dos, une inscription au stylo bleu. Julien et Louis, 2019. C'est papa,
murmura l'enfant, puis il leva les yeux vers Élise. « Pourquoi le monsieur du métro a les mêmes yeux que papa ?» Le silence s'abattit comme une chape de plomb. Élise blêmit. Michel s'approcha doucement, s'agenouilla devant Louis. « Parce que ton papa était mon fils. » Louis fronça les sourcils, incrédule. Il tourna la tête vers sa grand-mère, cherchant confirmation. Elle ne répondit pas tout de suite, puis, posant un genou à terre, elle le regarda droit dans les yeux. « Oui, mon chéri, Michel est ton grand-père, ton vrai grand-père. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Louis recula d'un pas, visiblement bouleversé. « Mais pourquoi tu ne l'as jamais dit? Pourquoi il n'était pas là avant? Pourquoi papa ne le connaissait pas ?» Élise baissa la tête. Les larmes coulaient déjà. « Parce que j'ai eu peur, parce que j'ai fait une erreur, et que cette erreur a duré trop longtemps. » Michel s'approcha, posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Ton papa était un homme formidable, Louis. J'aurais tout donné pour le connaître, mais je ne le pouvais pas. On m'en a empêché. Mais maintenant que je suis là, je veux rattraper le temps, si tu me laisses. » Louis le regarda longuement. Son visage oscillait entre la confusion et la tendresse. Puis, comme mu par un instinct plus fort que la raison, il se jeta dans ses bras. « Tu peux venir à l'école avec moi pour voir mes dessins ?» Michel éclata d'un rire brisé, mêlé de larmes. « Bien sûr, je ne raterai ça pour rien au monde. » Ce soir-là, Élise sortit sur le balcon, enveloppée dans un châle. Le vent portait l'odeur salée de la mer. Elle tenait dans les mains une feuille manuscrite, une lettre qu'elle écrivait à Julien, pas pour lui être envoyée, mais pour qu'il l'entende, quelque part. « Mon fils, je t'ai menti par peur. J'ai cru te protéger, mais je t'ai volé une partie de toi. Aujourd'hui, je vois ton fils aimer un homme que tu aurais adoré. Il vous ressemble. Vous avez le même silence après les rires, la même façon de plisser les yeux quand vous êtes ému. Je te demande pardon. Et je promets que désormais, ton fils saura d'où il vient et à quel point il est aimé, par son père et par son grand-père. » Elle posa la lettre sur la table, puis regarda Michel à l'intérieur, assis avec Louis sur le canapé, en train de lui montrer comment placer ses doigts sur les touches d'un petit clavier jouet. Louis riait. Et dans ce rire, Élise entendit la note exacte qui avait toujours manqué à sa mélodie. La note du pardon. L'idée était venue de Louis. Un soir, alors qu'il posait ses crayons sur la table après avoir dessiné un piano gigantesque sous un ciel étoilé, il regarda Michel avec son sérieux d'enfant et dit « Tu pourrais jouer pour de vrai, avec un vrai piano, comme les vrais musiciens ?» Michel sourit, un peu gêné. Il n'avait pas touché un véritable piano depuis des décennies. Ses doigts, pourtant, n'avaient rien oublié. « Je ne sais pas si je peux encore. »« Moi, je crois que tu peux. » répondit Louis simplement. Élise, silencieuse dans le fond de la pièce, prit une décision qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle appela le foyer d'accueil Saint-François, une maison de retraite musicale à quelques rues de chez elle, où d'anciens professeurs et élèves du conservatoire venaient parfois jouer pour les résidents. Elle leur expliqua l'histoire, sans les détails trop lourds, mais avec l'essentiel. Un homme, un passé, une rédemption. Ils acceptèrent. Une semaine plus tard, dans une petite salle aux murs couleur crème et aux rideaux de velours fatigué, un piano droit avait été nettoyé, accordé et placé sous un simple faisceau de lumière jaune. Les résidents étaient là, certains en fauteuil roulant, d'autres le dos courbé, les mains jointes, prêts à écouter. Quelques bénévoles, une infirmière, Clara, et même l'assistante sociale qui avait aidé Michel au début, s'étaient déplacés. Michel entra dans la salle, vêtu d'une chemise blanche prêtée par Élise, les mains tremblantes. À ses côtés, Louis tenait une partition écrite au feutre rouge. Des dessins plus que des notes, leur code secret. Il s'assit, ferma les yeux et posa les doigts. La première note résonna, légère, hésitante, puis une autre, puis une phrase musicale, une mélodie douce, mélancolique qui semblait sortir tout droit d'un souvenir ancien. C'était la composition oubliée qu'il avait créée avec Élise il y a plus de 40 ans, dans une salle de répétition silencieuse, pleine de rêves. Élise, assise au premier rang, ferma les yeux. Des larmes coulèrent, lentes, silencieuses. Dans cette musique, il y avait tout. Leur jeunesse, leur amour interdit, la perte, le silence, la colère, le pardon. Chaque accord était une cicatrice jouée à nu. Louis s'approcha à la moitié de la pièce. Il monta sur un petit tabouret à côté de son grand-père et posa ses doigts sur les touches, maladroitement. Michel le guida doucement. Ensemble, ils jouèrent. Ensemble, ils recréèrent ce qui n'avait jamais été. La salle entière était en apnée. Quand la dernière note mourut, personne n'applaudit tout de suite. Le silence qui suivit valait plus que tous les bravos. Il était sacré. Puis, un vieux monsieur au fond de la pièce se leva, les larmes aux yeux, et murmura « C'était la plus belle chose que j'ai entendue depuis 20 ans. » Et le tonnerre d'applaudissements éclata, sincère, pur, bouleversé. À la sortie, Michel resta un moment sur le perron, regardant le ciel s'obscurcir. Élise s'approcha, passa son bras sous le sien. « Tu leur as donné quelque chose qu'on ne donne plus souvent, la beauté de l'âme, la tienne et la sienne. » Michel ne répondit pas tout de suite. Il regarda Louis, qui courait derrière un papillon dans le petit jardin. « Je crois que,
Pour la première fois, je me sens vivant. Élise, complètement. Elle serra son bras. Alors joue encore, tant que tu le peux. Il hocha la tête, les yeux pleins d'eau. Oui, pour lui, pour Julien, pour toi, pour moi et pour tout ce qu'on a trop longtemps laissé mourir. Quelques jours plus tard, le vent soufflait fort sur la ville. Le ciel de Marseille, d'un bleu tranchant, laissait filtrer une lumière presque violente sur les murs usés de la corniche. Dans l'appartement, une paix étrange régnait. Louis jouait dans sa chambre, absorbé, tandis que Michel préparait un café avec ses gestes lents et appliqués. Il avait dormi là, cette nuit encore, et cette fois, il ne repartirait pas. Élise ne s'était pas levée ce matin. Elle s'était endormie tôt, la veille, le visage apaisé, comme après une grande victoire. Michel était monté la voir, inquiet de son silence. Il avait frappé, une fois, 2 fois, pas de réponse. Il avait entrouvert la porte. Elle était là, allongée, les mains posées sur un carnet refermé, les traits détendus. Son cœur avait cessé de battre, sans bruit, pas d'agonie. Pas de plainte, juste le calme absolu d'un adieu qu'elle avait choisi. Et dans ses bras, serré contre elle, une enveloppe blanche avec un mot au feutre noir, tremblant, Michel. Michel s'était assis au bord du lit. Il n'avait pas crié, il n'avait pas pleuré. Pas encore. Il avait pris l'enveloppe, l'avait ouverte. À l'intérieur, une lettre, une seule page. Son écriture, reconnaissable entre mille, un peu plus fragile, mais intacte. Mon Michel, quand tu liras ceci, je serai parti. Ne sois pas triste, j'ai vu ce que je devais voir, j'ai entendu ce que je rêvais d'entendre. J'ai connu la paix que je m'étais refusée. Tu m'as ramené à la vie, toi et Louis. Tu as toujours été la note juste dans la cacophonie du monde. Tu es la mélodie que j'ai trop longtemps tue, mais aujourd'hui, elle résonne. Prends soin de Louis, aime-le pour 2. J'ai vu dans vos regards ce que l'amour fait de plus grand. Il répare, pardonne-moi, pour les silences, les absences, les lâchetés, mais retiens une chose, je t'ai aimé, toujours, même quand j'avais honte de moi. Ce billet est le dernier, garde-le. Il ne t'appelle pas à m'attendre, il t'appelle à vivre. Michel resta longtemps là, assis. Le soleil entrait doucement dans la pièce, caressant les draps. Il ferma les yeux, et les larmes vinrent, calmes, douloureuses, mais douces aussi. Le jour des funérailles, peu de gens vinrent, quelques anciens amis, quelques résidents du foyer, Clara, et une poignée de visages anonymes. Michel portait un costume trop grand, prêté par un voisin du foyer. Louis tenait sa main sans la lâcher. Le prêtre parla brièvement. Il n'y eut pas de grand discours, juste un moment de silence. Un vrai. Après la cérémonie, Michel s'agenouilla devant la tombe fraîche. Il sortit de sa poche le vieux billet qu'il avait gardé pendant plus de 40 ans, celui qu'elle avait écrit, qu'il n'avait jamais reçu. Il le posa sur la pierre, puis il murmura « Je t'ai attendu, et tu es revenu. Assez pour qu'on se retrouve, assez pour qu'il n'y ait plus de regrets. » Louis s'agenouilla à son tour. Il prit la main de son grand-père, la serra très fort. « Elle va entendre, tu crois ?» Michel sourit. « Oui, je crois qu'elle écoute tout maintenant. » Ils restèrent là un moment, en silence. Des semaines plus tard, Michel et Louis s'installèrent dans un petit appartement modeste du quartier de Mazargues. Rien de luxueux, mais chaleureux. Il y avait un piano numérique dans un coin du salon. Louis jouait chaque soir, guidé par les conseils patients de son grand-père. Michel s'était réinscrit au conservatoire, cette fois comme auditeur libre. Il ne cherchait plus à prouver, juste à vivre, à transmettre. Et un soir, alors que Louis écrivait une lettre pour l'école, il demanda « Papy, tu crois qu'on peut écrire une histoire avec un seul billet ?» Michel le regarda, surpris. « Tu veux dire une histoire entière ?»« Oui, une belle, avec un début triste, mais une fin heureuse. » Michel sourit, se leva, alla chercher une feuille blanche, il la posa devant lui. « Alors, allons-y. Commençons par « Il était une fois un homme invisible. » Et l'histoire reprit. Non plus dans la douleur, mais dans l'héritage, dans la musique, dans l'amour transmis. Et cette fois, personne ne pourrait la brûler. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Michel? Auriez-vous trouvé la force de pardonner? De tendre la main malgré les années volées, malgré les silences et les mensonges? Et si l'amour que vous pensiez perdu pouvait renaître, auriez-vous le courage de l'accueillir à nouveau? Parfois, ce n'est pas le destin qui décide, c'est ce qu'on choisit de faire avec les morceaux brisés. Cette histoire nous rappelle que même les vies les plus invisibles peuvent contenir les plus grandes vérités et que le pardon peut devenir une forme d'héritage. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Commentez aussi d'où vous nous regardez. J'ai hâte de vous lire.